James avait 21 ans lorsque sa mère, Mary Stuart, reine d'Écosse, fut exécutée par les Anglais. Sa réaction à sa mort fut véritablement étrange. Il dénonça la procédure absurde et bizarre, mais ne prit aucune mesure, et il pourrait y avoir eu un motif sinistre derrière son silence. Mais avant d'en arriver là, plongeons dans la vie du roi Jacques Ier d'Angleterre. La vie de Jacques Ier fut marquée par un mélange de controverses et de scandales. Fils de Mary Stuart, reine d'Écosse, et de son second mari, Henry Stuart, Lord Darnley, Jacques naquit dans une dynamique familiale tumultueuse. Ses parents, tous deux descendants du roi Henri VII, étaient un cousin, ce qui ajoutait des couches d'intrigue et de scandale à leur union. Leur mariage était loin d'être idyllique, entaché par la jalousie et la violence, particulièrement lorsque Henri, soupçonnant Marie d'infidélité avec son secrétaire David Rizzio, fit assassiner brutalement Rizzio devant une Marie enceinte. La vie de Jacques fut tout aussi dramatique dès le départ. Son père fut assassiné 8 mois après sa naissance, dans des circonstances mystérieuses, et sa mère se remaria rapidement, choisissant un homme largement soupçonné d'avoir orchestré le meurtre de son premier mari. Cette décision conduisit à la chute de Marie, qui fut bientôt capturée par des rebelles, forcée d'abdiquer son trône en faveur du nourrisson Jacques et emprisonnée pour le reste de sa vie. Jacques devint alors le roi Jacques VI d'Écosse à seulement 13 mois, avec le comte de Moray comme régent. L'évasion de Marie et sa rébellion pour récupérer son trône plongèrent l'Écosse dans le conflit. Moray la vainquit à la bataille de Langside, forçant Marie à fuir en Angleterre, où elle espérait que sa cousine, la reine Élisabeth I, l'aiderait à reprendre le pouvoir. Au lieu de cela, Élisabeth l'emprisonna, et après 20 ans, Marie fut exécutée pour avoir prétendument comploté contre Élisabeth. Jacques, qui grandit sans jamais connaître ses parents, eut une enfance solitaire et traumatique, marquée par le contrôle strict et abusif de ses tuteurs. La régence de Jacques fut marquée par des bouleversements constants. Son régent, le comte de Moray, fut assassiné, le premier assassinat politique par arme à feu, établissant un précédent mortel. 2 régents suivants connurent également des morts prématurées, l'un au combat, l'autre d'une maladie mystérieuse après un banquet, peut-être empoisonné par James Douglas, le comte de Morton, qui devint le régent suivant. Alors que Jacques atteignait l'adolescence, il commença à prendre le contrôle de son royaume. À 13 ans, il entra officiellement à Édimbourg, où la vie de cour, avec ses intrigues et ses attraits, l'attendait. Parmi ceux qui attirèrent son attention figurait Esme Stuart Dunn, un homme marié de 37 ans avec 5 enfants. Jacques s'éprit rapidement de Stuart, entraînant une relation scandaleuse qui domina les commérages de la cour. La relation de Jacques avec Stuart était loin d'être discrète. Leur proximité fit hausser les sourcils, surtout lorsqu'un envoyé anglais rapporta avoir vu Jacques embrasser et enlacer Stuart en public. Cette intimité inquiéta beaucoup, y compris le régent de Jacques, le comte de Morton. Stuart, utilisant son influence sur Jacques, orchestra la chute de Morton en l'accusant d'être impliqué dans le meurtre du père de Jacques. Malgré l'absence de preuves, Morton fut exécuté, et Stuart devint la figure dominante dans la vie de Jacques. Cependant, l'influence de Stuart le rendit impopulaire, surtout auprès des calvinistes écossais, qui craignaient qu'il n'égare Jacques. En 1582, des comtes protestants capturèrent Jacques, l'emprisonnèrent et forcèrent Stuart à l'exil, mettant fin à leur relation. Le départ de Stuart n'arrêta pas la préférence de Jacques pour la compagnie masculine. Même après l'exil de Stuart, Jacques continua de s'entourer d'hommes, ce qui alimenta davantage les spéculations sur sa sexualité. Malgré ses relations étroites avec des hommes, Jacques finit par épouser Anne de Danemark en 1589. Leur mariage commença par un épisode dramatique lorsque des tempêtes faillirent faire naufrager le navire d'Anne en route vers l'Écosse. Dans un rare élan de galanterie,
Jacques mena personnellement une mission pour la sauver. Leur mariage sembla d'abord affectueux, mais bientôt, des fissures apparurent, notamment lorsqu'ils eurent du mal à produire un héritier. Malgré l'affection initiale entre Jacques et Anne, leur mariage devint tendu, en partie à cause des regards errants de Jacques et de ses relations continues avec ses favoris masculins. Leur premier enfant, Henri, né en 1594, aurait dû consolider leur union, mais à ce moment-là, leur relation avait déjà commencé à se détériorer, préparant le terrain pour plus de turbulences dans la vie de Jacques. En 1594, la lune de miel entre le roi Jacques et Anne de Danemark était terminée. Peut-être était-ce le manque d'enfants ou simplement l'ennui, mais Jacques, qui avait autrefois courtisé Anne avec passion, avait perdu tout intérêt. Même lorsqu'Anne tomba enceinte, cela ne suffit pas à sauver leur mariage qui s'effondrait. Pendant sa grossesse, Jacques se prit une maîtresse, Anne Murray, une noble écossaise mineure. Quand Anne de Danemark découvrit l'infidélité, elle fut furieuse, mais les actions suivantes de Jacques furent encore plus blessantes. À la naissance de leur fils, le prince Henri, Jacques le sépara immédiatement d'Anne, l'envoyant vivre à des kilomètres de là, au château de Stirling. Anne fut dévastée et lança une campagne pour récupérer la garde. Mais la réponse de Jacques fut froide et ferme. Il ordonna au gardien d'Henri, le comte de Mar, de ne jamais remettre l'enfant à quiconque, pas même à Anne. Leur bataille s'intensifia, culminant en un conflit public et privé. Tragiquement, après une dispute particulièrement houleuse en juillet 1595, Anne fit une fausse couche. La douleur de cette perte fit taire leurs différends temporairement. Le règne de Jacques, cependant, ne fut pas seulement marqué par des conflits conjugaux. Vers 1600, son pouvoir grandissant le mit en conflit direct avec le clan Ruthven, en particulier le comte de Gowrie, un ennemi de longue date. Lorsque Jacques visita Gowrie House cette année-là, les tensions dégénérèrent en violence. Alexander Ruthven tenta prétendument d'assassiner Jacques, mais le page du roi intervint, tuant Ruthven et déclenchant une mêlée sanglante qui se termina par la mort d'Alexander et du comte de Gowrie. Bien que Jacques ait prétendu avoir agi en légitime défense, beaucoup soupçonnèrent qu'il avait orchestré l'événement pour éliminer ses ennemis et effacer une dette importante envers les Ruthven. L'affaire Ruthven tendit davantage la relation de Jacques avec Anne. Deux des dames de compagnie préférées d'Anne étaient des Ruthven, et Jacques les renvoya après l'incident. Anne, enceinte de 5 mois à l'époque, entama une grève de la faim jusqu'à ce que Jacques cède, accordant une pension à l'une d'elles. La défi d'Anne lui valut une rare victoire, mais au prix d'une aliénation accrue de Jacques. Peu après, Jacques devint roi d'Angleterre à la mort de la reine Élisabeth I en 1603. Malgré ses promesses de rester connecté à l'Écosse, il abandonna rapidement ses engagements, ne revenant qu'une seule fois durant son règne de 22 ans. La richesse et la grandeur de l'Angleterre captivèrent Dardic, mais elles apportèrent aussi de nouveaux défis. Lors de son voyage en Angleterre, Anne vit une opportunité de récupérer son fils. Elle rassembla des soutiens et marcha sur le château de Stirling, mais on lui refusa l'accès. Le stress provoqua une autre fausse couche, mais Anne n'était pas encore vaincue. Lorsque Jacques s'installa en Angleterre, Anne refusa de le rejoindre, à moins de récupérer la garde de leur fils. Jacques, ne voulant pas apparaître faible face à ces nouveaux sujets, finit par céder, mais tout vestige de leur amour avait disparu. Le début du règne de Jacques en Angleterre fut marqué par 2 conspirations majeures, le complot secondaire et le complot principal, tous deux visant à le détrôner. Malgré leur quasi-succès, Jacques surprit beaucoup en faisant preuve de clémence envers la plupart des conspirateurs, voulant éviter de commencer son règne par un bain de sang. Cependant, sa clémence prit fin lorsqu'il fut confronté à une menace plus sérieuse.
Jacques se concentra sur l'unification de l'Angleterre et de l'Écosse sous le titre de roi de Grande-Bretagne. Mais les deux pays résistèrent. Le Parlement refusa de reconnaître le titre, mais Jacques insista pour l'utiliser, même s'il n'avait que peu de pouvoir réel. Pendant ce temps, son mariage avec Anne continuait de se détériorer. En 1607, ils avaient 8 enfants, mais seuls 3 survécurent jusqu'à l'âge adulte, et ils vivaient dans des lieux séparés. Les pressions de la royauté commencèrent à changer Jacques, entraînant une tension croissante avec Anne. Elle critiquait publiquement son alcoolisme et son comportement, prédisant des conséquences désastreuses. Son mécontentement n'était pas seulement personnel. Il avait des ramifications politiques. Quand Jacques découvrit qu'Anne avait accepté un rosaire du pape, il réagit durement, dénonçant l'Église catholique et ordonnant à tous les jésuites et prêtres catholiques de quitter l'Angleterre. Cette répression irrita les catholiques, conduisant à l'infâme complot de la poudre. Le complot, dirigé par Guy Fawkes et d'autres conspirateurs, visait à faire exploser le Parlement et à tuer Jacques, le remplaçant par sa fille catholique. Cependant, le plan fut déjoué à la dernière minute, entraînant une répression brutale. Les forces de Jacques capturèrent et exécutèrent les comploteurs dans un spectacle public macabre, consolidant sa réputation de cruauté envers ceux qui s'opposaient à lui. L'échec du complot de la poudre entraîna des sanctions plus sévères contre les catholiques, effaçant toute notion de clémence dans le règne de Jacques. L'échec du complot de la poudre s'avéra étonnamment bénéfique pour le roi Jacques Ier. Malgré sa popularité déclinante, la tentative d'assassinat renouvela le soutien du public, permettant à ses conseillers d'augmenter considérablement les impôts. Les années suivantes furent parmi les plus prospères de Jacques en Angleterre, mais une tragédie imminente menaçait d'éclipser son succès. La querelle entre Jacques et Anne au sujet de leur fils, le prince Henri, était depuis longtemps réglée. À ce moment-là, Henri était devenu un jeune homme charismatique, mais arrogant, souvent en conflit avec son père. Lors d'une partie de chasse, Henri manqua de frapper Jacques avec une canne dans un accès de colère, laissant le roi humilié alors que le groupe de chasseurs prenait le parti du prince. Jacques Ceston s'inquiétait de la popularité croissante d'Henri et de son manque de respect, mais le destin intervint de manière tragique. En 1612, le prince Henri tomba malade d'une forte fièvre et mourut en quelques jours. La reine Anne fut dévastée et, accablée de chagrin, demanda qu'aucune condoléance ne soit présentée et que le nom d'Henri ne soit même pas mentionné. La relation de Jacques et Anne, déjà tendue, se détériora encore davantage, Jacques devenant un rappel de sa perte. L'Angleterre pleura le prince, avec plus de 1000 personnes assistant à ses funérailles. Cependant, Jacques lui-même n'y assista pas, soi-disant à cause de son aversion pour les funérailles. Les préférences de Jacques se détournèrent de ses anciens favoris lorsqu'il développa une nouvelle affection pour Robert Carr, un jeune page qui avait attiré son attention en 1607. Après avoir aidé Carr à se remettre d'une chute lors d'un tournoi de joute, Jacques le couvrit de titres et de cadeaux, le faisant comte de Somerset. L'ascension de Carr fut rapide, mais semée d'embûches. Son aventure avec Francis Howard conduisit à une chute scandaleuse. Howard fit empoisonner l'ami de Carr, Thomas Overbury, entraînant un procès dramatique où Carr et Howard furent condamnés à la pendaison. Jacques, incapable d'exécuter Carr, commua leur peine, mais les emprisonna dans la tour de Londres pendant 7 ans. Alors que l'étoile de Carr pâlissait, George Villiers entra en scène. Beau et intelligent, Villiers devint rapidement le nouveau favori de Jacques. Jacques le fit duc de Buckingham, le premier roturier à obtenir un tel titre en plus d'un siècle. Villiers gagna également la faveur de la reine Anne, qui l'appelait son chien et lui faisait confiance pour veiller sur Jacques. Contrairement aux favoris précédents,
Villiers resta influent jusqu'à la fin du règne de Jacques. Jacques et Anne s'étaient éloignés, Anne souffrant de gouttes et d'hydropisie dans ses dernières années. Jacques, absorbé par Villiers, lui rendait rarement visite. Il ne vit Anne que 3 fois pendant sa maladie et était absent lorsqu'elle mourut à l'âge de 44 ans. Malgré leur mariage troublé, Jacques fut profondément affecté par sa mort. Il souffrit de détresse physique et émotionnelle, bien qu'il n'assistât pas à ses funérailles, peut-être en raison de sa santé déclinante. Après la mort d'Anne, la santé de Jacques se détériora encore davantage, minée par l'arthrite, la goutte et d'autres maux. Son alcoolisme constant et la perte de ses dents aggravèrent son état. En 1625, il devint trop faible pour gouverner efficacement, déléguant ses responsabilités à Villiers et à son fils Charles. Jacques subit un accident vasculaire cérébral et, après avoir langui quelques semaines, succomba à une dysenterie. Ses derniers instants furent de passer avec Villiers à ses côtés. Le roi Jacques mourut donc en tant que premier souverain de l'Écosse et de l'Angleterre. Mais comme nous l'avons laissé entendre plus tôt, il dut trahir sa propre mère pour y parvenir. Toutes ces années auparavant, lorsque les Anglais firent exécuter la reine d'Écosse dans des circonstances douteuses, Jacques condamna publiquement la procédure absurde et étrange qui mena à sa fin. Et bien qu'il ait tenu de grands discours, il ne prit aucune mesure contre l'Angleterre pour se venger. Jacques savait qu'il devait continuer à se montrer conciliant s'il voulait un jour hériter du trône anglais, et c'est exactement ce qu'il fit. Les historiens débattent de la sexualité de Jacques, certains pointant son attitude sévère contre la sodomie comme preuve de son hétérosexualité. Cependant, sa correspondance passionnée avec George Villiers suggère autre chose. Une lettre incluait une référence intime à leur relation, laissant entendre une connexion plus profonde que ce que la position publique de Jacques pourrait suggérer. Dans un passage particulièrement précis, Villiers écrivit « Je me distrais, votre indigne serviteur, avec ce débat, si vous m'aimez maintenant, mieux qu'à l'époque dont je me souviendrai toujours à Farnham, où la tête du lit ne pouvait être trouvée entre le maître et son chien. » Bien sûr, ce n'est pas techniquement une preuve de quoi que ce soit, mais voyons. Et vous vous souvenez d'Esme Stuart, son ancien favori? Leur relation se poursuivit, même après que Stuart fut forcé de quitter l'Écosse. Leur correspondance resta affectueuse, et la mort de Stuart fut marquée par un geste particulièrement, disons, romantique. Son cœur embaumé fut envoyé à Jacques. Malgré les controverses et les défis de son règne, les relations personnelles de Jacques et leur complexité jouèrent un rôle significatif dans la formation de son héritage.